Je souhaite vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce panel de l'Union des municipalités du Québec. Nous sommes particulièrement fiers d'être ici et d'être un partenaire argent pour cet événement. Membres de la communauté scientifique, collègues et représentants du milieu municipal qui sont au front de l'adaptation au changement climatique, représentants gouvernementaux, communautés autochtones, M. Alain Bourque, directeur général d'Ouranos, j'inviterai sans plus tarder Mme Marie-André Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif responsable de la transition écologique et de l'environnement. Merci beaucoup, M. Danfous. Je salue les panélistes. Ça va être très intéressant d'entendre la conversation qui va suivre. Alors, Mme France Bellil, mairesse de Gatineau. Bonjour, M. Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine depuis quelques mois. Et puis, Martin Maisonneuve, qui est maire de Saint-Lin-Laurentide dans la Naudière, ce qui n'est pas toujours évident. Bonjour, chers collègues de l'UMQ, distingués invités. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous adresser quelques mots de bienvenue pour ce panel qui est une discussion cruciale sur l'adaptation au changement climatique et aussi sur le rôle primordial des municipalités dans ce défi de l'adaptation qui dépasse nos frontières. Et puis, on le sait, on le voit, on est à un moment charnière de l'histoire où l'urgence de protéger nos collectivités, nos territoires et aussi nos infrastructures face aux effets dévastateurs des changements climatiques, c'est de plus en plus manifeste. Et aussi, les municipalités qui sont aux premières lignes de défense assument déjà une part considérable de cette responsabilité. Et aussi, elles ont besoin d'un soutien solide de la part des paliers gouvernementaux supérieurs. Et d'année en année, on a vu donc une multiplication et aussi une intensification des événements climatiques extrêmes. On l'a vu, les inondations, les incendies de forêt et la détérioration de la qualité de l'air qui s'ensuit, les vagues de chaleur et les tempêtes aussi de vents violents, de verglas, deviennent de plus en plus monnaie courante. Alors, les municipalités, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles soient rurales ou urbaines, se retrouvent face à des défis titanesques, je dirais, pour préserver donc la sécurité, le bien-être des populations, puis aussi la résilience de notre environnement bâti. Vous vous en souviendrez peut-être, il y a un peu plus d'un an, donc le 13 septembre 2022, cette date-là a marqué un tournant majeur dans notre quête pour l'adaptation au changement climatique. Ce jour-là, les grandes villes du Québec ont uni leurs voix en proposant le Pacte vert au gouvernement du Québec. C'est un événement historique. Pour la première fois, les municipalités parlaient d'une seule voix en affirmant haut et fort que l'adaptation est une priorité partagée par tous et elles réclament des actions concrètes et des ressources pour protéger justement la population et l'environnement. Et on l'a vu aussi, quand les maires et mairesses joignent leur voix, on les entend plus fort et apparemment aussi le ton monte. Alors, les panélistes qui vont prendre la parole aujourd'hui représentent des municipalités de différentes tailles du Québec et elles ont vécu de près ou de loin plusieurs événements climatiques extrêmes au cours de la dernière année et même des dernières années, on peut dire. Alors, leur expérience puis leur témoignage vont être précieux pour comprendre les besoins d'autres territoires en matière d'adaptation. Et puis donc, chaque municipalité, on le sait, a ses particularités, ses ressources, ses besoins spécifiques, mais c'est pourquoi le dialogue est si important pour qu'entre nous, on se partage les bonnes pratiques, on se donne des repères aussi pour guider nos actions futures et qu'on se partage également les leçons apprises sur le terrain. Donc, chères participantes et chers participants à Adaptation Futures, je vous remercie de choisir ce panel ce midi et je vous dirais que les municipalités du Québec sont prêtes à relever le défi, mais elles ne peuvent pas le faire seules. Alors c'est pourquoi on a besoin du soutien de la communauté scientifique, de tous les décideurs et décideuses pour s'engager résolument dans l'adaptation, parce qu'ensemble, on pourra construire un avenir plus résilient, plus durable aussi et plus inclusif pour les citoyens.
Alors, je vous remercie et j'ai bien hâte d'entendre nos panélistes qui vont nous éclairer dans leurs défis et leurs expériences des derniers temps. Merci à vous. Merci, Mme Mauger. Donc, sans plus tarder, je vous présente les membres du panel qui ont beaucoup d'expérience dans leur champ d'activité respectif. Mme France Bellil, mairesse de Gatineau. M. Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine. M. Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin-des-Laurentides. Et vous aurez une petite vidéo de Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau. Tout le monde comprend très bien qu'elle avait besoin de vacances, est à l'extérieur du pays, et croyez-moi, c'est bien mérité. Je suis président de l'Union des municipalités depuis 5 mois aujourd'hui. Si on m'avait dit, Martin, dans ton mandat, surtout dans les premiers mois, tu parleras d'adaptation au changement climatique, tu parleras des effets du climat, au moins 50% du temps de l'ensemble de tes interventions médias, je ne l'aurais pas cru. La réalité, c'est que le climat nous a été malheureusement favorable. Le jour 1 de mon mandat, nous sommes aux assises de l'Union des municipalités à Gatineau avec France. 3e inondation en 7 ans. Habituellement, on nous annonce des inondations de façon très rarissime, une fois aux 50 ans, une fois aux 100 ans. C'est plus comme ça maintenant. On a eu aussi l'érosion des berges. Antonin va nous en parler. Des pluies diluviennes, les chaleurs extrêmes, des ouragans. Oui, j'ai dit des ouragans ici au Québec. Et sans oublier des feux de forêt historiques. On a entendu parler du fameux 13 septembre. C'est une date que j'ai répétée parce que l'Union des municipalités avec les grandes villes ont déposé un pacte vert. Et le pacte vert qui a été réalisé avec des études claires d'Uranos et WSP confirmait hors de tout doute que la plus importante nouvelle dépense du milieu municipal, c'est de rendre nos infrastructures résilientes. C'est l'adaptation au changement climatique. Mais le 13 septembre, on s'en souviendra, on a eu une fermeture instantanée du premier ministre. La réalité, c'est que le climat a rattrapé le gouvernement avec tout ce qu'on a vécu. Il ne faut surtout pas penser que c'est épisodique ce qu'on a vécu. C'est la nouvelle façon dont le milieu municipal devra et doit adapter ses villes. Et on l'a vu à l'échelle de la planète. Et tout le monde s'entend, et l'étude le démontre aussi très clairement. Ce qu'on investit en amont, on sauve au moins 13 à 15 fois plus d'argent que si on est là et on attend pour réparer les effets. Je pense que dans ce contexte-là, il y a des chiffres qui risquent de sortir de l'érosion des berges des îles de la Madeleine. Donc, sans plus tarder, commençons avec notre premier panéliste. Et dans le cadre de ma grande tournée du président, j'ai eu le privilège d'aller pour la première fois de ma vie. Comment ça se fait que je ne suis pas allé plus souvent aux îles de la Madeleine? C'est paradisiaque. Mais j'ai eu le privilège de rencontrer, bien sûr, Antonin, les membres de son conseil, mais on a pris l'ampleur de la mesure de l'effet de l'érosion des berges. Donc, sans plus tarder, M. Valiquette, la parole est à vous. Merci beaucoup, Martin. C'était un privilège de vous recevoir, toi et ton équipe de l'Union des municipalités du Québec aux îles de la Madeleine le printemps dernier. En effet, aux îles, on est depuis bien longtemps aux premières loges de la manifestation des événements climatiques extrêmes. Pourquoi? L'absence du couvert de glace dans le golfe du Saint-Laurent en hiver, qui nous sert traditionnellement de bouclier naturel contre les vents et les ondes de tempête en hiver, ça accentue de beaucoup les impacts de l'érosion côtière dans l'archipel. Également les tempêtes extrêmes qui sont de plus en plus violentes, mais surtout de plus en plus fréquentes. On a parlé d'ouragan tout à l'heure. Moi, en 38 ans aux îles de la Madeleine, j'avais jamais vu d'ouragan de ma vie. Depuis 2019, j'en ai vu 2. Et on a passé bien près d'en voir un 3e il y a 3 semaines avec la tempête Lee.
Pourquoi? Parce que la température de l'eau de l'océan permet aux ouragans de monter de plus en plus haut dans l'Atlantique et dans les provinces maritimes. Fait que c'est pas d'hier qu'on observe et qu'on étudie l'érosion des berges aux îles de la Madeleine. Depuis 2005, c'est environ, on peut dire que c'est 1 demi-mètre en moyenne de perte de côte par année aux îles de la Madeleine. En 2019, l'ouragan Dorian. En 2022, l'ouragan Fiona. On a observé des reculs de côte de presque 20 mètres, de plus de 20 mètres parfois à certains endroits, en quelques heures seulement, qui sont tournés à l'océan. Et les îles de la Madeleine, c'est un territoire exigu d'à peine 360 km². Donc, c'est préoccupant. Ça fait presque 20 ans qu'on collecte des données de recul, puis qu'on se prépare avec des nombreux experts, notamment le laboratoire dynamique de gestion intégrée des zones côtières de l'Université du Québec à Rimouski et le consortium Ouranos, d'ailleurs, que je salue pour la tenue de l'événement Adaptation Future 2023, qui ont fait une étude coût-avantage en 2016 aux îles de la Madeleine. Et cette étude-là nous démontrait effectivement que la valeur des pertes matérielles dans un scénario d'inaction surpasse de beaucoup les investissements qui sont à faire en matière de prévention et d'adaptation. On parle effectivement, 1 $ investi en prévention permet d'en sauver 13 à 15 $ en situation d'urgence ou en réaction à un événement extrême. Aux îles, en 2020 et en 2022, il y a deux ouvrages majeurs de protection des berges qui ont été réalisés aux îles. Vous voyez des photos à l'écran, ça vous donne une idée. On a le avant, le après. Ces ouvrages-là totalisent à eux seuls près de 19 millions de dollars. Vous protégez dans un premier temps ici 857 mètres de berge au centre-ville où se trouve l'hôpital. Vous voyez, on voit l'hôpital là. Le retrait de côte avant la recharge commençait à être sérieusement menaçant, et pour des commerces aussi. Et un autre de 640 mètres du côté du site historique et patrimonial de la Grave aux îles de la Madeleine et du seul lien routier qui y passe pour rejoindre l'extrémité des îles de la Madeleine. On parle de recharge de galets qui surélèvent la côte d'une hauteur de plus de 4 mètres. Ça, les vagues, dans le fond, vont perdre de leur énergie sur ces berges-là et vont s'essouffler et vont épargner finalement les berges. Lors de l'ouragan Fiona en 2022, ce qu'on s'est aperçu, les simulations nous ont montré que si on n'avait pas eu l'ouvrage de protection pour le site de la Grave, ce site-là aurait été complètement ravagé. Les vagues se sont brisées sur la recharge de plage, mais on a eu de la submersion du côté lagune, de l'autre côté. L'ouragan Fiona, ça nous a permis de faire plusieurs constats, dont justement de faire face à ce nouveau phénomène qui est la submersion. L'érosion, ça faisait longtemps qu'on était au courant et qu'on l'étudiait. Du côté de la submersion côtière, on avait une connaissance surtout théorique. Fiona nous a montré où étaient nos sites les plus vulnérables et que les ouvrages de recharge comme celui de la Grave et celui de Cap-aux-Meules, que c'était efficace et que ça nous a conforté dans la position et dans la certitude que c'est la protection qui est le meilleur moyen de se protéger, c'est d'investir en amont. On parle de 40 000 mètres cubes d'agrégats qui ont fait rempart à l'érosion du côté de la Grave. C'est le gouvernement du Québec qui a payé la grande majorité de ces deux ouvrages-là de protection à partir des fonds du ministère de la Sécurité publique. Par contre, ces ententes-là avec le ministère de la Sécurité publique, c'est que l'aide financière du gouvernement, elle est là pour la mise en œuvre, ce qui implique que c'est à la charge de la municipalité, après ça, d'entretenir ces ouvrages-là. On parle de plusieurs millions de dollars d'investissement. On parle d'une vingtaine de millions de dollars. Ça n'a pas de bon sens là, pour la municipalité. On est loin d'avoir ces moyens-là. Ce qui est prévu, et là je souligne pour l'instant, c'est que c'est la municipalité qui devra entretenir ces ouvrages-là. Mais pour vous donner une idée, il faudrait qu'on investisse nos revenus de taxation annuels d'aujourd'hui en totalité sur la réfection d'un ouvrage comme ça. Donc, et ça, c'est aujourd'hui. Dieu sait que dans quelques années, cette facture-là pourrait être beaucoup plus élevée. Pour une population de 13 000 habitants, c'est pas possible. Mais c'est pour ça que la municipalité des Îles a déposé une demande en 2020 par la municipalité accompagnée du député des Îles, une demande d'au moins 80 millions de dollars sur 10 ans pour agir en prévention aux Îles de la Madeleine. Le gouvernement s'est montré ouvert, mais nous a dit vous devriez
évaluer vos besoins de façon plus approfondie. Donc, on s'est pris en main. On a monté un cadre d'intervention en érosion et en submersion côtière. On a ciblé 85 sites sur la base des études qu'on avait depuis plusieurs années avec Ouranos, avec l'UQAR, avec d'autres experts. On a créé une commission permanente avec des organismes locaux, avec par exemple la santé publique, des organismes environnementaux comme Attention Fragile, les comités ZIP chez nous. Le ministère des Transports, du niveau technique est là, qui est très actif, le ministère des Transports, en protection des berges aux îles de la Madeleine pour protéger ces liens routiers. On avait bien sûr 2 élus, donc moi j'avais le plaisir de présider cette commission-là, et on avait nos propres experts à la municipalité, donc le directeur aux infrastructures au bureau de projet, Jean-Hubert, et la gestionnaire de projet en érosion côtière, Jasmine Solomon, qui est dans la salle ici avec moi. Ça, on a réussi, après ça, à établir une grille de 11 critères. Sensibilité de la côte à l'érosion, submersion, présence d'infrastructures privées ou commerciales, la présence de personnes vulnérables, l'importance écosystémique des milieux naturels qu'on a été capable de quantifier, le niveau d'impact de la rupture de services de routiers, présence d'usages sociaux, récréo-touristiques et patrimoniaux. Tout ça nous donne un indice de vulnérabilité dans lequel on passe les 85-6 et on est capable de coter la priorisation des sites à protéger aux îles de la Madeleine grâce à ça. Avec une firme d'ingénierie, WSP, un autre partenaire de l'événement d'aujourd'hui, on a été capable de prévoir des interventions, des moyens d'action, et on accompagne ça d'une estimation budgétaire. Et ça, on a présenté, ça nous donne un plan d'action finalement concret, concerté avec le milieu, avec des gens de la population aussi qui font toujours partie de la commission, pour présenter au gouvernement, qui est en train de l'analyser au moment où on se parle. Cet exercice-là, c'est cohérent avec la création du bureau de projet en érosion côtière qui a été annoncé il y a quelques semaines pour la réponse gouvernementale face à l'érosion et à la submersion. La direction de ce bureau-là est aux îles de la Madeleine. Donc, même chose, le gouvernement s'organise devant l'ampleur des besoins et des phénomènes en érosion et submersion à travers l'Est du Québec particulièrement. C'est pour ça qu'avec un cadre comme celui-là, on est capable d'agir en prévention avec un support logistique, technique, financier, de la part de nos gouvernements qui ont la mission de veiller à la vitalité et à l'occupation de notre beau et grand territoire. Je vous remercie. Merci, Antonin. J'ai pas une question qui tue à chacun des membres du panel, mais j'en ai une pour Antonin. On sait que les îles s'enfoncent tranquillement. On sait que la fonte des glaces fait en sorte que le niveau de l'eau rehausse. Dans 50 ans, est-ce que les îles de la Madeleine existeront-ils encore? Et si oui, tu réponds quoi à ceux qui disent que les gens devraient quitter, évacuer l'archipel et arrêter d'investir autant d'argent dans l'érosion des berges? C'est une bonne question. On parle souvent de 150 ans, là, souvent, on en parle, là, mais 150 ans, les îles de la Madeleine pourraient être enfoncées ou totalement submergées. Pour moi, une orientation comme celle-là serait extrêmement dangereuse. Une politique de capitulation là, comme ça, là, comme celle qu'on sous-entend en posant cette question-là, on sait où ça commence, on ne sait jamais où ça finit. Après les îles, c'est quoi? C'est les autres communautés côtières du Saint-Laurent? La relocalisation des communautés insulaires ou côtières dans le continent, ça a des impacts. C'est pas gratuit. Il y a un coût culturel, économique, social extrêmement élevé par rapport à ça. Au Québec, on a fait le choix d'occuper notre territoire. Pas juste de s'agglutiner et de surpeupler les grands centres urbains et laisser tout le reste du territoire québécois ou canadien à l'abandon. On a décidé d'occuper notre territoire puis d'enrichir notre collectivité puis notre société. Aux îles de la Madeleine, comme les autres communautés côtières, on est dynamique, on crée de la richesse, on exploite des ressources de façon de plus en plus durable et responsable. Une telle politique, pour moi, serait indigne des leaders et des représentants politiques qui sont censés être là pour servir et protéger le peuple du Québec. Ce serait, selon moi, catastrophique pour la perte de la vitalité du territoire, qui est un concept souvent mal compris par certains qui sont très éloignés, les particularités d'occupation de territoire des régions plus éloignées, mais elles se valent toutes, elles sont toutes aussi importantes.
ce serait une erreur monumentale que de jeter la serviette plutôt que de se battre et d'investir en prévention et de s'adapter et de montrer de la résilience. Qui sait ce que les îles de la Madeleine auront l'air effectivement dans 150 ans si on investit maintenant, qu'on se protège maintenant, qu'on voit venir en amont, on est tout à fait capable de se montrer résilient et d'exister et d'être encore une société très en santé dans 150 ans. Merci Antonin, le message est clair. Pour mon deuxième panéliste, le maire Mathieu Maisonneuve de Saint-Lin et des Laurentides. En fait, Saint-Lin a connu une situation rarissime au Québec. Le Québec a le privilège d'avoir énormément d'étendue d'eau et de penser qu'une municipalité aujourd'hui au Québec puisse manquer d'approvisionnement en eau potable. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous allez faire, mon cher Mathieu? Merci beaucoup. Salutations à tout le monde. C'est un privilège pour moi de partager la scène avec vous. Saint-Lin-Laurentide, une ville banlieue, la troisième couronne de la ville de Montréal, un territoire à 70 % agricole. La ville a connu une croissance effrénée, une croissance fulgurante au courant des 20, des 25 dernières années, toujours au palmarès, la croissance démographique, que ce soit québécois ou canadien. 12 000 personnes en 2021 à 17 000 personnes en 2011, aujourd'hui plus de 25 000 habitants. Je dois vous dire que la planification de l'aménagement du territoire était inexistante. La vision d'avenir, c'était à coup de 4 ans. Il y a eu une obsession certaine envers des baisses de taxes. Je m'appelle Mathieu Maisonneuve, j'ai aujourd'hui 40 ans, je suis né à Saint-Lin-Laurentide, puis je rêve de devenir maire de cette ville-là depuis que je suis un petit garçon, pour redonner à la communauté ce qu'elle m'a apporté. Donc, je nous remonte à l'été, à l'automne 2021, à la campagne électorale. Un mois avant l'élection, la télé nationale fait un reportage choc. Des familles manquent d'eau, incapables de se laver au retour du travail. Mais surprise, j'étais pourtant au conseil municipal. Je ne suis pas gêné de le dire. C'est Radio-Canada qui nous l'a appris qu'on avait frappé le mur. Une pénurie d'eau dans des quartiers flambant neufs qui avaient été déroulés au courant des dernières années. Évidemment, vous pouvez comprendre que les citoyens se sont emparés des réseaux sociaux, puis toutes les théories ont été mises sur la table. Même celle qui consiste à dire que il n'y avait plus d'eau à pomper dans le sous-sol. Fait qu'une certaine panique s'est installée. La méfiance envers les élus était à son comble. J'ai gagné les élections le 7 novembre. Puis notre première décision, ça a été celle d'arrêter le développement résidentiel, de mettre en place un moratoire pour stopper la croissance de la consommation d'eau potable. Notre deuxième décision, la science doit nous aider. Puis notre choix stratégique, ça a été de miser sur la résilience, nommer les choses à la population telles qu'elles le sont. On leur a dit, on ne sait pas tout encore, mais on a besoin de vous, citoyens, citoyennes. Vous devez modérer votre consommation d'eau. Cette résilience-là, notre travail acharné, nous a menés vers l'innovation. Nous avons multiplié les recherches en eau. On a fait de la pédagogie, mais j'ai surtout réalisé que notre mode de vie actuel n'était pas soutenable. De 300 à 400 litres d'eau en moyenne de consommation par personne, c'est là le danger principal. Notre danger principal, c'est notre confort. Nos habitudes bien ancrées, je vois ça comme une force d'inertie qui va agir comme contrepoids pour ce qui est nécessaire. Nos changements d'habitude à notre mode de vie nord-américain. On a aussi réalisé que 30 à 40 % de l'eau qui était consommée, de l'eau potable qui était acheminée vers les maisons, n'était pas obligée d'être potable. Facile comme ça. Les toilettes, l'arrosage extérieur pourraient réduire du tiers la consommation. Donc, on a décidé de distribuer des barils récupérateurs d'eau de pluie pour inciter les gens, justement, à utiliser l'eau de pluie pour arroser leur potager. Puis, on a aussi eu l'idée de créer un réseau parallèle d'aqueducs pour acheminer de l'eau grise vers les nouveaux quartiers qui seront bientôt branchés et construits. L'équation est simple. On a une usine d'épuration qui va traiter des millions de litres d'eau par jour. On prend cette eau-là, puis on la met dans un réseau parallèle pour la réutiliser. Ça démontre qu'une ville, de par sa taille, on peut être agile, on peut être créatif, mais on ne peut pas faire ça seul.
On a besoin des gouvernements, on a besoin des paliers supérieurs, que ce soit à Québec ou à Ottawa. Évidemment, ils sont moins agiles, mais leur pouvoir est décuplé. On peut, mais surtout on doit travailler ensemble, parce que le travail en équipe va amener de la confiance. Puis l'équation confiance plus travail, bien, je pense que le résultat, c'est que rien n'est impossible. Mon message aujourd'hui, suite à cette expérience-là, c'est l'importance des données, l'importance de faire confiance aux experts, se baser sur la science pour prendre nos décisions, puis c'est ça qu'on a fait. Mais aussi, le Québec doit apprendre des cas comme Saint-Lin-Laurentide. On a beau juste être 25 000, je crois que c'est symbolique qu'au pays de l'or bleu, une ressource qu'on croyait infinie, ben manque pour des familles qui n'ont rien demandé, à part se trouver un bungalow, se trouver une maison pour élever justement leur enfant. Puis oui, tout investissement en amont, là, en recherche, en prévention, en planification, en partage des connaissances, sera toujours plus efficace puis moins coûteux que d'être en réaction puis d'être en crise. Puis surtout, les crises, ça frappe d'abord les populations les plus vulnérables. Puis ça, c'est notre devoir de contrer ça. Ça coûte pas juste cher en dollars, hein? On l'a dit, ça coûte cher au niveau social, au niveau communautaire puis au niveau humain. Puis j'ai surtout appris que des événements extrêmes comme ceux vécus chez nous font de nous des meilleurs élus. Parce qu'on est en mode urgence, on devient en mode solution, puis ça nous pousse vers la créativité. Puis ça repousse surtout au loin l'espèce de clientélisme électoral qu'on est tant habitué, qui alimente le cynisme de la population. Je reviens, ça rehausse la confiance. Mais au prix parfois de certains traumatismes pour ces élus-là. Puis parlant de symboles, on en a des symboles, j'en ai des dizaines, j'aurais pu faire 8 minutes là-dessus pour démontrer le courage de certains élus. Que ce soit ma collègue Lisa Poulain à Blainville qui a décidé de résilier une entente qui consistait à vendre un terrain à une entreprise qui allait faire un dépotoir éternel à produits toxiques. Que ce soit Paul Germain à Prévost qui a inventé une taxe de redevance pour les produits à usage unique. Que ce soit les élus de l'ensemble de la CMM qui ont dit les golfs là, qui devraient être redéveloppés. Ben non, on va en faire des zones de biodiversité. Que ce soit Valérie Plante et ses collègues élus à Montréal qui viennent d'annoncer des centaines de parcs et des trottoirs éponges pour s'assurer que l'eau percole dans le sol. C'est important, c'est inspirant. Mme Bellil à Gatineau, qui a voté un budget de 5 millions de dollars pour sauver la dignité humaine. Michael, pilote à Baie-Saint-Paul avec ses bottes en caoutchouc qui allait littéralement sauver le monde. Catherine Fournier à Longueuil qui a le don de prendre les dossiers importants qui nous touchent tous puis d'en faire une priorité médiatique. Bruno Marchand à Québec avec son tramway. Stéphane Boyer à Laval qui a l'ambition de réduire les voitures dans une ville qui a été conçue pour les voitures. Ou un maire de la Naudière qui refuse un dézonage agricole pour un développement commercial au détriment des revenus en dollars actuels, mais au profit des générations futures. Le civil aussi a un rôle à jouer. Que ce soit Karel Méran ici, qui a fait cette bijou-là, que si j'étais ou lorsque je serai premier ministre, on va en acheter pour tous les ados au Québec. Ou que ce soit Anthony Bata, un Montréalais, qui est parti du jardin botanique pour suivre le parcours migratoire des monarques jusqu'au Mexique, 4500 km, il est rendu à 3000 km. Donc mon message final, c'est collectivement, nous devons accélérer le pas. Oui, la tâche climatique peut paraître impossible, mais moi, je réponds que c'est nécessaire. J'aimerais que l'histoire avec un grand H se souvienne que les années 20, là, ça a été un point tournant. Pas juste pour la planète, mais pour la vie. Pour le miracle de la vie, qui est sur cette terre-là, au milieu, d'un espace infini composé de vide. Moi, je suis là, puis je le sais qu'on est là pour les générations futures. Fait que c'est à nous de se lever maintenant. Bravo Mathieu. Intéressant, mais surtout inspirant. Avec la quantité d'exemples que tu donnes, puis ça parle, les exemples. C'est efficace. J'en rajoute une. Michel Anger, maire de Shawinigan, première ville au Québec, qui interdit la consommation d'eau pour l'arrosage du gazon partout, en tout temps. Wow! Bravo! Maintenant, mon cher Mathieu, consommez moins d'eau, consommez moins d'électricité. Ça a l'air facile.
Mais la résistance au changement de nos habitudes, c'est pas mal plus complexe, hein? On le sait. Mais là, est-ce que Saint-Lin, Ville de Laurentides, est sorti du bois? Est-ce que vous êtes correct pour l'avenir? Est-ce que ça va marcher? On a trouvé de l'eau. On a trouvé de l'eau, on a octroyé un contrat pour construire une usine de filtration d'eau. Puis quelque part à la fin 2024, on va rajouter là, grosso modo 33 % en termes de production d'eau potable. 1,3 million de litres d'eau dans notre réseau d'aqueduc. Par contre, ben, on applique une bonne vieille solution à un problème, oui, actuel, mais un problème qui risque de changer dans le futur. Ça coûte 10 millions, là, cette usine-là. Ben, je suis un peu inquiet. Parce que qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir si 50 millions, c'est pas suffisant, si 100 millions, c'est pas suffisant, si 1 milliard de dollars sera pas suffisant pour trouver de l'eau, pour alimenter les besoins humains, surtout si on continue à consommer comme aujourd'hui. Donc, vivement des nouvelles solutions, vivement l'innovation, parce que je crois humblement que Saint-Lin-Laurentide a peut-être ouvert une fenêtre sur l'avenir, parce qu'on le sait que l'eau, le cycle de l'eau, là, a été brisé. Puis il faut s'assurer de travailler sur plusieurs fronts. Puis aujourd'hui, ben, je ne suis pas la personne qui va seulement appliquer des vieilles solutions à des nouveaux problèmes. Merci, Mathieu. France Bellil, mairesse de Gatineau. En fait, France est devenue une superstar des médias. Malheureusement pour elle, c'est à cause des incidents dramatiques d'inondation. Et en plus de la tornade, comme si c'était pas assez, par chance pour nous à l'Union France, tu es excellente. Fait que ça démontre clairement le rôle accru que le milieu municipal et que les maires et mairesses jouent partout au Québec. Mais France, on aimerait savoir comment la ville de Gatineau a réussi à conjuguer et à travailler avec l'impact psychologique, l'impact de détresse de 3 inondations en quelques années seulement. Merci de poser cette question-là. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. France Bellil, 46 ans, première mairesse de la ville de Gatineau, 4e ville en importance au Québec avec 300 000 habitants. Je vais faire du pouce un peu sur ce que mon collègue a dit tout à l'heure. On a effectivement été durement frappés dans les, je vous dirais, 12-18 derniers mois. On a eu 5 épisodes climatiques de moindre envergure qu'une inondation en 2017, une tornade de force EF3 en 2018 et une autre inondation en 2019, ce qui fait qu'on est toujours dans l'urgence. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite comme transport actif en passant. On s'en passerait vraiment de faire du kayak dans nos rues. Mais c'est très, très difficile. Et on ne parle pas souvent de la dimension humaine. Et la dimension humaine, elle frappe autant les citoyens que les employés à différents niveaux. À l'heure actuelle, quand on a un risque d'inondation, par exemple, bien, on a des citoyens qui arrêtent de dormir. Donc, dès qu'ils apprennent que le niveau d'eau va monter, ils arrêtent de dormir. Et là, je peux croiser des gens dans la rue qui, après 2-3 jours, sont cernés comme ça, puis les inondations n'ont pas encore commencé. Ensuite, tu as les citoyens qui, eux, deviennent les cyniques. Hein, ceux qui disent « Ah non, on crie au loup encore, peut-être que ça ne se passera pas. » Et ensuite, tu as tous les employés qui vivent aussi un stress immense. Un col bleu qui fait de l'asphalte puis des nids de poules et qui se retrouve à déménager des familles, il n'est pas équipé pour faire du psychosocial. La répétition des crises a un impact majeur sur, je vais dire, l'humeur et la santé mentale des équipes municipales. Et quand on parle des coûts, on ne parle pas souvent des coûts, mais il y en a des coûts aussi pour les villes sur des congés de maladie, par exemple, parce que les employés sont épuisés, particulièrement pour la ville de Gatineau qui a vécu autant d'épisodes. Et ça, on n'en parle pas souvent. Je vais me permettre, M. Danfous, peut-être de revenir aussi sur les coûts réels, coûtants de ce que ça représente des crises.
Donc, je vous disais tout à l'heure, on a eu trois plus grands épisodes. Les inondations de 2017, qui ont coûté presque 5 millions de dollars en argent, remboursés 50-50 par le gouvernement du Québec. On a eu une tornade en 2018, elle n'a pas coûté trop cher celle-là sur le plan de l'argent, 800 000 donc 50 en temps supplémentaire. Mais le coût humain majeur, 332 bâtiments touchés par la tornade, 68 lourdement touchés, et attention pour les logements, 4600 logements touchés, dont 460 scrap. Ça vient mettre de la pression sur une communauté. Et, comme le disait mon collègue, ce sont souvent les communautés les plus vulnérables qui sont touchées, qui après se retrouvent à la rue, n'avaient peut-être pas de couverture d'assurance, n'avaient pas... Et finalement, je vais dire la cerise sur le sundae, en 2019, il y a eu une inondation majeure, prix coûtant presque 18 millions de dollars, pour lequel on a eu 25 à peu près 4,5 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec. Et je vais juste continuer dans les chiffres. La Ville de Gatineau a un budget annuel de 800 millions de dollars. 1 % de taxes municipales dans notre ville, c'est 7 millions. Alors, quand on se retrouve avec, là je reviens à l'exemple des inondations de 2019, qui ont coûté presque 18 millions, faites le calcul de ce que ça représente. Et ça, c'est une crise, une année, une ville. Alors, quand on se met à multiplier, juste ici, hein, on est un triste exemple, mais un exemple quand même assez parlant de ce qu'on peut vivre, c'est majeur. Alors, toute cette question-là, elle est importante. Et ensuite, il y a les crises qu'on prépare, mais qui n'arrivent pas. Et on ne s'en plaint pas, là. Mais donc, je redonne l'exemple. En mai-juin dernier, on a une crue des eaux, on se prépare. C'est le même déploiement pour les équipes municipales, que ça déborde ou non, parce que le déploiement est important. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met à mettre de la gravelle sur les rues, on monte le niveau d'eau des rues, parce que pour assurer la sécurité des citoyens, il faut que nos véhicules d'urgence soient capables de se rendre aux résidences pour les évacuer s'il faut les évacuer. Alors, pour faire ça, il ne peut pas avoir d'eau sur la rue. Il faut passer en mode proactif pour être capable de remonter les rues. Il faut tout de suite s'occuper de nos puiseurs avant qu'ils débordent. Il faut tout de suite réserver nos bateaux. Il faut trouver des citernes d'essence pour nos génératrices. Il faut regarder l'ensemble de nos bâtiments municipaux. Et là, je ne parle pas de nos bibliothèques, mais je parle, par exemple, de nos usines de traitement d'eau potable. Aux dernières inondations, il y a 2 usines de traitement d'eau potable qui n'avaient plus d'électricité. Ce n'est pas une option, là. Ça prend de l'électricité dans les usines d'eau potable. On a 300 000 citoyens, là. Alors, il y a une pression qui vient avec ces changements climatiques avec lesquels on doit composer. Puis là, je ne vous ai pas parlé de la santé mentale de la mairesse, parce que ça aussi, à un moment donné, nous aussi, humainement, on se retrouve engagés là-dedans. Et moi, je suis vraiment très empathique, mais avoir des gens qui pleurent, qui vivent du stress, avoir des employés à l'interne, c'est difficile et on n'est pas nécessairement équipé pour ça. Alors, pour moi, il y a toute une dimension psychosociale dont on parle peu, mais qui est absolument essentielle dans le discours qu'on doit tenir aussi. Ce qui est intéressant, France, dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est très rare qu'on entend parler de nos employés à travers chacun des drames,
mais ta démonstration est tellement claire, puis on le répète et on le martèle, le milieu municipal, comme gouvernement de proximité, la population se retourne vers nous. Et dans des cas d'inondation, ils se retourneront vers France pendant des mois et des mois et des mois au conseil de ville. Pas à d'autres paliers de gouvernement, à elle et à son conseil. Quand est-ce qu'on va avoir l'argent du gouvernement? Quand est-ce que tel travaux sera réalisé? Malheureusement, France, vous êtes probablement, Gatineau, la ville superstar des inondations. C'est plate d'avoir cette étiquette-là, mais vous êtes assurément rendu la championne. Vous avez sûrement réussi à développer des outils pour mieux s'adapter au changement climatique, mais s'adapter aux prochaines vagues, parce que malheureusement, les rues sont construites, les maisons sont construites, on ne rehausse pas ça d'un claquement de doigts. Ça ressemble à quoi, vos outils, pour être meilleurs encore? Bien, moi, j'ai été élue mairesse il y a 2 ans et j'ai été, dans les derniers mois, extrêmement impressionnée par les outils qu'on a développés. À l'heure actuelle, quand on tombe, je veux dire, en mode inondation, nos équipes de mesures d'urgence sont capables ou ont cartographié la ville et les zones à risque et sont capables d'évaluer la montée, sa rapidité et si ça va toucher le terrain, la remise ou la maison. Et à peu près durant quelle période. Ce qui fait qu'on est capable de faire des analyses et de déployer nos équipes aux bons endroits parce qu'on a développé un outil très, très fin de ce qu'on est capable d'analyser avec la montée. Alors ça, c'est positif. On a travaillé aussi beaucoup, le gouvernement du Québec a fait appel à nous parce que, justement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut développer. Alors, évidemment, plus on est capable d'anticiper et de se préparer, mieux on intervient sur le terrain et c'est ce qu'on souhaite. Ensuite, le conseil municipal a nommé un comité d'experts qui est en train de cartographier la rivière, la rive en fait, de la segmenter et d'être capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'infrastructure. Donc, la typologie, la morphologie, les montées d'eau, des scénarios sur du 0-20 ans, 0-350 ans, et comment on est capable de se projeter. Et l'intention, l'objectif de ce comité, c'est de nous revenir avec des recommandations qui nous permettraient de faire des investissements en infrastructure. Je reviens à mon exemple du col bleu qui vient rehausser la route. Est-ce que ce comité d'experts, par exemple, en arrivera à la conclusion que la route doit être rehaussée de façon permanente, mais peut-être aussi construite d'un matériau et peut-être pas de matériaux pour être capable de mieux capter le ruissellement, les inondations? Est-ce qu'on en viendra, comme on peut le voir aux États-Unis, dans des mesures extrêmes, d'une espèce de muret qu'on devra mettre sur notre route pour être capable de protéger l'ensemble du quartier? Alors, ce comité d'experts travaille, il est sur le point de déposer son rapport, ce qui sera vraiment intéressant. Et je reviens un peu à ce que mes collègues disaient. Une fois que j'ai le rapport, qui va probablement me dire que ça me prend des millions et des millions de dollars pour faire cette infrastructure, qui va payer pour ça? Ultimement, ce sont tous les citoyens du Québec, on s'entend. Mais qui va payer pour ça? Parce que la capacité des villes de faire les investissements en amont est assez limitée, à moins qu'on se mette à augmenter les taxes. Je vous rappelle, 7 millions, 1 %. Alors, à moins qu'on se mette à augmenter les taxes de façon significative. Je dis aussi, et je reviens, j'espère que vous me suivez dans les chiffres, quand je parlais de l'inondation de 2019, qui a coûté à peu près 18 millions, le gouvernement du Québec nous a donné 25 %, donc presque 5 millions de dollars. Bien, combien de fois on va arriver en réaction quand on vient au dollar de prévention, au dollar en amont? Alors, cette réflexion-là, elle doit se faire au Québec et j'ai le goût de vous dire, elle ne peut pas se faire par ville.
Elle commande une vision du gouvernement du Québec de faire des interventions globales dans les sommes. Tu sais, moi, je peux mettre 4 milliards dans un tramway, là. Mais si ma municipalité voisine elle continue de polluer, ça ne change rien. Ça prend une vision globale. Et ça prend aussi, pour les scientifiques dans la salle, ça prend aussi un engagement d'investissement en recherche et développement collé et annexé aux défis qu'on vit pour être capable de s'en sortir. Sinon, on sera condamné à être dans la même roue d'hamster et à dépenser des millions alors qu'on pourrait faire mieux. Je m'arrêterai là-dessus. Merci, France. Pour notre quatrième intervenante, je vous en ai parlé tantôt, elle est en vacances bien méritées. On aura une petite vidéo de Manon Cyr, la mairesse de Chibougamau. Le conseil d'administration